Noël Tchiani, Modian Vita, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Télé Plus, c'est la première fois. Vos impressions? Je suis très impressionné de voir que c'est une jeune télévision, mais qui a déjà pris les allures de grandes télévisions de la République. Je voudrais féliciter les promoteurs, tout le personnel qui travaille ici, les journalistes, le personnel technique. Mais surtout, je voudrais souhaiter bonne chance à cette télévision qui est une bonne addition dans le dispositif donc, des médias de la République. Merci, ça nous va droit au cœur. L'actualité s'attire en ce net moment au Palais du Peuple, l'hémicycle, le siège des institutions, les tables, d'ailleurs le temple de la démocratie. Vous avez appris, il y a eu des attaques contre de personnes physiques. On a attaqué la maison de Jean-Marie Kassamba, la maison de Emmanuel Ramazani Chadari, le cacique du FCC. Quelle est votre pensée quant à cela? Je voudrais d'une part exprimer mon indignation du fait que les réclamations démocratiques légitimes tournent toujours à la violence et à l'atteinte non seulement à la dignité des personnes physiques, mais également portent atteinte donc à la sécurité des biens privés tout comme des biens publics. Le palais du peuple, qui est le Parlement, c'est un lieu saint. Quand on a des manifestations, il faut rester loin de là. Il ne faut pas toucher donc à ce lieu qui représente même le symbole de la démocratie dans notre pays. Mais il faut aussi se mettre à la place des manifestants. Pourquoi ils sont en train de manifester? C'est parce qu'il y a des projets de loi qui sont présentés dans ce lieu saint, dans ce Parlement, projets de loi qui ont tendance à porter atteinte à l'indépendance de la magistrature. On en vient, Noël Tchiani, on en vient, mais jusqu'à violer, parce que nous savons que l'hémicycle, il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité de l'hémicycle, Noël Tchiani. Oui, c'est tout à fait vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je condamne tout acte de violence à l'égard donc du Parlement, à l'égard de résidences privées, à l'égard donc des personnes physiques. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux que toutes les réclamations se passent dans le respect absolu des lois de la République, mais également de l'inviolabilité des personnes physiques et des biens privés. Il faut respecter tout cela. Mais maintenant, on doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le peuple est énervé. Pourquoi? Le peuple est énervé parce qu'on est en train de toucher au fondement même de notre pays, le fondement de notre démocratie. La Constitution stipule qu'il y a séparation des pouvoirs. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Les lois qui sont proposées vont porter atteinte à l'indépendance de la justice, à l'indépendance de la magistrature, et ce n'est pas du tout acceptable. Et il faut qu'on se pose aussi la question pourquoi est-ce que ces propositions sont faites actuellement. Nous venons d'assister à ce que nous avons appelé le procès du siècle. Le procès de la République contre Vital Kamerhe et son copain, le Libanais Jamal, pour corruption, détournement des fonds publics, conflit d'intérêts. Ces trois-là constituent, si je peux dire, les antivaleurs qui ont cloué notre pays donc au sol. Et je crois que le peuple congolais, dans l'ensemble, a salué le fait que tous ceux qui mettent les mains désormais dans les caisses de l'État, on peut les trimballer devant les tribunaux et on peut les juger, les condamner, les mettre en prison. Vital Kamerhe n'était pas n'importe qui, c'est quand même, si je peux dire, c'était la deuxième ou la troisième personnalité de la République après le chef de l'État. Alors, si on a pu le mettre au tribunal, je crois qu'il y a des gens maintenant qui ont mal géré dans le passé, qui ont commis beaucoup de crimes économiques et même des crimes humains, physiques, contre des individus, et qui estiment que l'avènement d'un état de droit fonctionnel pourrait les amener donc à Makala. Donc, ils sont en train de mettre en place un dispositif juridique qui empêcherait aux magistrats de faire leur travail correctement sans être sous la coupole, sous la tutelle du ministre de la Justice, qui est d'ailleurs un ministre qui vient donc du FCC. Et je crois que c'est là que le peuple est énervé. Et moi, je souhaiterais que nous puissions dépersonnaliser le débat. Nous avons un dispositif judiciaire qui fonctionne pour l'instant. Nous avons besoin qu'il fonctionne bien.
Nous n'avons pas besoin de faire des changements actuellement qui peuvent énerver la population parce que les lois sont faites pour qui? Elles sont faites pour le peuple, pour que le pays puisse fonctionner mieux. Et si le peuple anticipe déjà en disant ces lois-là ne sont pas bonnes pour nous, moi je pense qu'il faudrait que Janine Mabunda puisse retirer ces projets de loi pour ne pas continuer à créer des confrontations entre les parlementaires et le peuple souverain. Il y a une opinion qui dit que lorsqu'il s'agit d'un autre parti politique qui réclame, qui procède aux manifestations publiques, l'État va vite intervenir, ou encore la police va vite intervenir pour arrêter ces manifestants, mais différemment de l'UDPS qui a manifesté déjà ça. C'est la deuxième fois qu'il viole l'hémicycle du Palais du Peuple, mais il n'y a pas eu intervention ou encore suspension du parti UDPS. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je ne sais pas sur quelle base on juge qu'un manifestant qui va s'attaquer au Palais du Peuple, il est de l'UDPS ou bien il est du FCC. Je ne sais pas sur quelle base. J'ai vu des Congolais qui sont fâchés contre les projets de loi et je n'ai pas eu l'occasion de vérifier de quel parti politique ils viennent. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise une moto, c'est un Wewa comme on l'appelle, qu'il est nécessairement de l'UDPS. Je crois que dans ce groupe-là, moi je vois des Congolais. Et je veux que le Parlement reconnaisse que les Congolais ne sont pas contents avec les projets de loi qui sont en train d'être proposés. Alors, si on part avec cette idée-là, je crois qu'on ne va pas politiser l'affaire. C'est une affaire nationale. Moi qui vous parle, je ne suis pas de l'UDPS, mais je ne suis pas d'accord avec ces projets de loi. Donc, j'ai même dit que si simplement on ne retire pas ces projets de loi et qu'on arrive à des confrontations meurtrières, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui perdent leur vie, il faut que M. Minakou et ses copains qui le soutiennent donc dans ces projets de loi-là, qu'ils sachent qu'on va les livrer donc à la CPI. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des ordres. Nous voulons qu'il y ait la paix sociale. Il faut que tout le monde respecte les autres. Et je ne vois pas l'opportunité aujourd'hui de se précipiter à mettre ces lois sur la table du Parlement. Venons-en à ce procès que vous avez d'ailleurs qualifié de procès du siècle, le procès de 100 jours. Vital Kamerhe, condamné. Il a promis de faire appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec ses avocats. Quelle est votre pensée après jugement? Vital Kamerhe, condamné ou acquitté? Non, moi j'ai suivi ce procès du début à la fin. Vous savez que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, dont je suis le promoteur, j'ai beaucoup souligné l'importance donc de la bonne gouvernance, c'est-à-dire de la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics, les antivaleurs. Et j'avais vu dans ce procès le début de ce que j'appelle un état de droit fonctionnel pour que chaque citoyen qui ose prendre ses mains et les mettre dans les caisses de l'État puisse être tenu responsable de ce comportement-là, qu'il soit arrêté, jugé, condamné, mis en prison, qu'on confisque ses biens, qu'on récupère les biens qu'il aurait détournés donc au profit donc du peuple congolais. Maintenant, j'ai suivi ce cas du début à la fin. Vous savez, d'abord, il faut que les gens sachent que moi, j'ai vécu et j'ai étudié à New York, dans le Wall Street. Dans le Wall Street, le marché boursier, il y a beaucoup de cas de conflits d'intérêts, des gens qu'on a jugés comme des Madoff. Quand on juge des gens, ce n'est pas simplement quand on parle du détournement, on ne doit pas donc dire que M. A détourné parce que l'argent a disparu de ce compte et se trouve dans son compte. Il y a des mécanismes très complexes que les gens mettent en place pour arriver à chiffonner l'argent, à détourner les fonds publics. Mais quand vous les regardez et vous regardez leur compte, ils n'ont rien dans les comptes. Une infraction intellectuelle, hein, comme le juge l'avait d'ailleurs. Le juge, le maître Kalouba Dibois avait donc expliqué. Donc, dans ce cas du procès de Vital Kamerhe, j'ai compris qu'il s'agissait donc de ce cas-là. Pourquoi? Parce que lui, Vital Kamerhe, à le voir, il n'avait rien donc dans les mains. Mais on a trouvé qu'il y avait beaucoup de propriétés immobilières, d'ailleurs acquises par lui, mais acquises par sa femme, acquises par sa fille, sa belle-fille, ou bien son neveu ou son cousin. C'était le résultat du cadeau des cadeaux du mariage de Noël Tchani. Quand vous êtes un officiel, il faut savoir ce qu'on appelle conflit d'intérêts. $800 000. Oui. Jeep 4x4 de l'argent, hein? Je ne suis pas jaloux à l'égard donc des cadeaux que quelqu'un d'autre puisse avoir. Mais je crois que c'est quand même beaucoup de cadeaux dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Et si quelqu'un a reçu autant de cadeaux
les juges auraient dû aussi chercher à savoir ces cadeaux viennent de qui. Si ils étaient venus des gens comme les Jamal, ça veut dire qu'ils donnent des cadeaux avec l'idée de recevoir des contrats, ce qui constitue donc un conflit d'intérêt pour le pays, et ce qui n'est pas bon. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Vital Kamerhe a été condamné. Moi, je pense que le jugement a été correct. Il a mérité ce jugement-là. Et maintenant, s'il n'est pas d'accord, lui et ses avocats, c'est tout à fait normal aussi dans un état de droit qu'il puisse exercer son droit de recours, qu'il aille en appel, qu'il présente s'il y a des faits nouveaux, on va le juger. Mais tel que j'ai entendu ce cas-là, c'est tellement fort que je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Je conseillerais à Vital Kamerhe de ne pas trop dépenser son argent sur les avocats, parce que les avocats vont lui dire allez-y, allez-y, dépensez davantage, et le peu qu'il puisse garder pour nourrir ses enfants, nourrir sa femme, il va tout dépenser donc sur les frais de justice. Et je crois que ce n'est pas une bonne utilisation donc, de ces ressources. Mais juste une question de curiosité, comment expliquer le fait qu'il ait exploité ce côté politicien en recadrant, en félicitant, au lieu de répondre parfois aux questions du tribunal? Était-ce une bonne stratégie? Bon, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'il a perdu le cas. S'il avait gagné et qu'il avait utilisé n'importe quelle stratégie, on pouvait dire, bon, il a été très malin. Moi, je pense que Vital Kamerhe n'a pas eu une bonne stratégie, lui et ses avocats. Vous avez vu déjà lors des plaidoiries, les avocats ont perdu près d'1 heure. Ils n'ont pas pu parler parce qu'ils voulaient s'attaquer au processus, aux procédures et consorts, et ils n'ont pas réussi à attaquer les faits qui étaient présentés par le ministère public, mais également par les avocats de la République. Ce n'était pas une bonne stratégie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils étaient désarticulés. Pourquoi? Parce que Vital avait tendance à mieux se défendre lui-même que les avocats ne le faisaient. Mais j'ai compris la difficulté dans laquelle ils étaient. C'est parce que lui, Vital, connaissait ces informations et qu'il n'avait pas donné à ses avocats. Et les avocats étaient surpris, comme tout le monde, d'entendre tout ce réquisitoire qui venait donc du ministère public et des avocats de la République. En conclusion, ils ont perdu parce que leur stratégie n'était pas la bonne. Maintenant, s'ils veulent partir en appel, je dis encore une fois de plus, tel que j'ai entendu les cas qui ont été construits contre lui, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Je souhaiterais qu'il puisse peut-être garder son argent de côté s'il en a encore, si on n'a pas tout arraché, le peu qu'il a, qu'il puisse mettre à disposition de sa femme pour qu'elle puisse bien vivre, supporter les enfants, plutôt que continuer à payer ses avocats qui ne l'ont pas défendu comme il fallait. Noël Tchani, vous êtes l'un des artisans de notre monnaie nationale, le franc congolais. Plus d'un Congolais ne le savent pas. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la monnaie nationale est en dépréciation face à la devise étrangère, au dollar et autres monnaies étrangères, qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui le dollar presque à 20 000 francs, 10 dollars? Oui, effectivement, je suis l'un des concepteurs du franc congolais. Et quand on a conçu le franc congolais, l'idée était de faire une monnaie qui pourra être aussi bonne que le dollar et l'euro, et qui va être pérenne, qui va être là pour toujours, qui allait couper court avec les mauvaises habitudes qu'on a connues pendant la gestion du Zaïre monnaie. Mais c'est comme un bébé qu'on a conçu, et si le bébé n'arrive pas à étudier et qu'il échoue dans sa vie, le père ne peut être que très malheureux. Je suis très malheureux de constater que le franc congolais qu'on avait conçu au taux de 1 dollar égale à 1,3 francs congolais, aujourd'hui nous sommes à 1 dollar égale à 1950 francs congolais. Sur une période donc de 22 ans, cela représente un taux de dépréciation monétaire de 150 000%. 150 000%. C'est-à-dire que il faut que les gens comprennent ça très bien. Si vous aviez 150 000 francs congolais en 1998, aujourd'hui, ces francs congolais-là ne valent plus qu'un seul franc. C'est-à-dire que vous avez tout perdu. La monnaie que nous avons, c'est une monnaie de singe. Conséquence, les Congolais ont défié leur propre constitution, leur propre loi, en rejetant la monnaie nationale pour faire des transactions en dollars américains. Aujourd'hui, la dollarisation elle est totale sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas parce que les Congolais ne sont pas patriotes ou nationalistes, c'est simplement parce qu'ils ont été forcés par les événements. Devant une monnaie qui ne vaut rien, il fallait se réfugier derrière les monnaies qui conservent de la valeur. Maintenant, la question est de savoir pourquoi nous sommes arrivés, comment nous sommes arrivés à cela. Combinaison de facteurs. Un, nous avons connu une situation d'instabilité politique chronique. La sécurité du pays n'a pas été assurée. Et une monnaie n'aime pas les bruits des bottes. Une monnaie n'aime pas l'insécurité.
Deux, nous avons connu une économie qui n'était pas bien gérée. Nous n'avons pas une économie qui produit. Nous avons quelques matières premières depuis... Malgré la stabilité du cadre macroéconomique tant prôné par Matata Pogno, Augustin. Cette stabilité, elle est fictive. En réalité, ça... Ah bon? Non, c'est une stabilité fictive. On ne peut pas parler de stabilité du cadre macroéconomique pour une économie qui ne produit rien et qui ne réalise rien. Et d'ailleurs, quand on parle de stabilité du cadre macroéconomique, ça veut dire, par exemple, on a une monnaie stable. Or, notre monnaie est tout sauf stable. Je vous dis qu'elle s'est dépréciée de près de 150 000%. Donc, les gens qui parlent de stabilité du cadre macroéconomique, peut-être qu'ils n'ont pas bien assimilé leur cours. Ou peut-être pendant qu'ils allaient à l'école, ils ont triché pour avoir leur diplôme. Et ils n'ont pas compris très bien comment on évalue la stabilité du cadre macroéconomique. Noël Tchiani, vous êtes docteur en économie. Je crois que nous aurons également nous aurons l'honneur de vous recevoir dans une autre émission bien spécialisée. Mais peut-être une avant-dernière question. Plusieurs voix s'élèvent pour peindre un tableau noir sur la situation actuelle du pays. Depuis que Joseph Kabila est parti, il a laissé les pays entre les mains de Félix-Antoine Tshisekedi lors de la passation pacifique du pouvoir. On parle de l'alternance. Lorsque vous regardez le pays, aujourd'hui, 60 ans d'indépendance dans quelques jours, quel sentiment avez-vous? Que pouvez-vous dire? Je voudrais d'abord dire que 60 ans plus tard, le Congo n'est nulle part. Nous avons une situation extrêmement difficile, mais il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi qui est la cause de la situation actuelle. C'est Joseph Kabila qui nous a laissé un pays dans une situation catastrophique, et je vais vous expliquer. Ce n'est pas Mobutu? Bon, ça a commencé depuis longtemps, mais on a eu 22 ans pour corriger les erreurs de Mobutu, et Kabila et son père nous ont légué un pays qui est complètement désarticulé. Et je vais vous dire comment ils sont arrivés donc à cela. Ils ont institué un système où il n'y a pas d'état de droit. Donc la justice était la justice au service de Joseph Kabila et ses copains. Il y a un système donc d'intouchables, des gens qui pouvaient tout faire. Mais vous avez déjà vu quelqu'un pendant la période de Kabila jugé, condamné, mis en prison à Makala parce que pour corruption, détournement, parce qu'ils se protégeaient mutuellement. Deux, ils ont pillé les ressources minières du pays. La famille Kabila a 120 concessions minières. Toutes les concessions, toutes les richesses du pays, c'est la famille Kabila qui a pris ça. Trois, ils ont institué donc un système de corruption généralisé au point où les caisses de l'État sont vides. Quand Kabila partait du pouvoir, il prétend avoir laissé beaucoup de réserves d'échange, 1,2 milliard. Mais 1,2 milliard pour une population donc de 100 millions d'habitants, ça veut dire qu'il nous a laissé par personne $12. Que représente $12 par personne? Apparemment, le Congo devient un bien des familles, hein, parce qu'on parle également de la famille Tshisekedi qui serait entrée en danse. Laissez-moi d'abord terminer ce que je disais. Pour vous donner une idée, quand il est parti, il nous a laissé les réserves d'échange de 1,2 milliard pour 100 millions de personnes. C'est très peu. Pour vous donner une idée, le Nigeria a des réserves d'échange donc de 55 milliards de dollars et le Congo a 1 milliard de dollars. Vous voyez bien que nos réserves d'échange ne représentent absolument donc rien. Alors, au-delà de ça, il nous a laissé le pays où la population est la plus clochardisée du monde. Nous avons un PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant, qui reflète le niveau de vie de la population de 458 $ par personne, en comparaison, par exemple, au pays qui est le mieux classé, qui a 150 000 $ par an. Donc, Joseph Kabila nous a laissé un pays très pauvre, très endetté, et quand on lui donne du crédit, c'est parce que les gens ne savent pas vraiment analyser ce qu'il a fait pour notre pays. Il a commis beaucoup de dégâts à notre économie. Maintenant, Félix-Antoine Tshisekedi arrive dans ces conditions-là. Il a 1 an simplement qu'on lui laisse le temps de travailler. Le peu qu'il a fait jusqu'à présent, il voudrait mettre en place un état de droit qui fonctionne. À son crédit, voilà quelqu'un qu'on a mis donc en prison. Et maintenant, tout le monde commence à trembler. Pourquoi? Parce que si on continue avec ce rythme-là, on met 1 personne, 2 personnes, 3 personnes en prison, vous allez voir que les fonds vont commencer à entrer dans les caisses de l'État et ce pays aura des moyens pour pouvoir financer le développement. Félix Tshisekedi, qui jusque-là ne veut toujours pas fouiner dans le passé, comment entrevoyez-vous l'avenir entre l'avenir de la RDC par les gens qui sont au pouvoir, par la coalition au pouvoir, FCC Cash? Quel avenir pour la RDC?
Je ne sais pas l'arrangement qu'il y a entre M. Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila. Vous parlez de l'arrangement. L'arrangement, je peux dire, l'arrangement qu'il y a, parce qu'ils disent qu'ils ont signé un accord FCC Cash. Mais ce que je voudrais donc rappeler à vos téléspectateurs, c'est que le peuple souverain va les amener à réaliser la réalité. Et d'ailleurs, ça a commencé. Lorsque vous voyez des gens aujourd'hui dans les rues en train de protester contre le Parlement, aller casser même les biens privés, bien que je ne sois pas d'accord donc avec ça, M. Félix Tshisekedi sera contraint d'accepter de fouiner dans le passé. Parce que nous voulons qu'il y ait la justice, la vraie justice. Ceux qui ont volé les biens de l'État doivent les restituer. On ne peut pas avoir donc un état de droit en disant on commence par Vital Kamerhe et on continue, mais on ferme les yeux sur ce qui s'est passé avant. Il y a des gens qui ont été des mauvais gestionnaires. On ne veut plus voir ces gens-là revenir pour gérer les entreprises publiques, pour gérer les ministères, pour gérer les biens de l'État. Nous voulons nettoyer le passé, recommencer à zéro. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire tous les Congolais doivent être traités de la même façon devant la loi. Noël Tchani, Moyen Vita, merci beaucoup.